Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc nous nous retrouvons à une nouvelle session de l'Assemblée du Conseil départemental de la Côte d'Or. Dans un contexte, et vous l'avez dit, international incertain. Prenons un instant pour mesurer la chance que nous avons de pouvoir débattre librement. L'actualité nous rappelle tragiquement la fragilité des démocraties, une fragilité contenue en France grâce à nos institutions républicaines. Nous pouvons nous en réjouir car elles protègent notre démocratie et empêchent, sauf remise en cause profonde, les dérives observées outre-Atlantique et ailleurs. Pourtant, ces événements auront des répercussions sur nos concitoyens et plus largement sur l'avenir de la planète. L'un des piliers fondamentaux de notre République est le débat politique. Pour qu'il soit efficace, il doit se tenir dans des conditions optimales. Ici, comme dans toutes les instances démocratiques, nous traversons une crise profonde où les tensions internationales et les difficultés politiques et financières nationales tendent à stériliser les échanges autour d'un constat unanime. La situation est difficile et vous l'avez dit dans vos propos liminaires, Monsieur le Président, il faudra poser sur la table les perspectives et le législateur devra travailler sur ce que nous représentons, sur comment nous sommes financés, quels sont nos objectifs et comment nous pourrons les remplir. C'est indispensable, il ne suffira pas de constater la difficulté, il faut aussi que le débat politique nous conduise à prendre des décisions luttant contre ces difficultés. Si d'ailleurs nous pouvons parfois nous accorder sur certaines mesures, et le fonctionnement des conseils départementaux nous y conduit régulièrement, il est essentiel que nos concitoyens puissent identifier clairement les différentes orientations politiques que nous défendons. Pour cela, nous avons besoin de transparence et de positionnement clair. Nos sessions publiques, retransmises en direct et ouvertes à la presse, permettent aux citoyens de suivre nos débats, contrairement aux commissions permanentes qui, elles, se tiennent à huis clos. Lors de ces sessions, nous nous prononçons sur la base des rapports transmis par les services sous votre autorité. Ces documents sont une source d'informations essentielles, complétées par, et vous le dites, nos échanges que nous pouvons avoir avec les habitants sur le terrain. Nos concitoyens ne se contentent pas d'une simple prise d'acte des bilans d'expérimentation. Ils ont besoin de connaître nos positions, d'entendre nos votes et de comprendre les choix que nous défendons. Peut-on généraliser l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA sans moyens supplémentaires, alors que l'État se désengage et que leur nombre repart à la hausse? Derrière les chiffres, je vous rappelle, vous avez tenu des propos que je partage en disant que derrière les chiffres et les tableurs Excel se cachaient des individus. Ce sont des vraies personnes en situation de précarité à qui le gouvernement impose des sanctions supplémentaires, comme si cela était suffisant pour sortir de la misère. Rappelons que le RSA est une allocation de subsistance, un minimum vital. Sur ce point, nous avons un désaccord profond. Au-delà des formules parfois séduisantes du pacte social pour la Côte d'Or que nous découvrons au fil des annonces, il est crucial d'exposer concrètement nos différences. Comment répondre à la diminution du nombre d'assistants familiaux? J'entends que vous allez nous mettre en avant le fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de recruter des assistants familiaux. Bien sûr, la vraie question est donc comment, autour de la table, les départements ou le département de la Côte d'Or peuvent réfléchir, se projeter dans un projet politique à moyen et long terme pour que ces métiers soient des métiers rendus plus attractifs. C'est du rôle des départements, mais cela fait partie de ce qui doit être débattu sur les modalités de financement de ces mêmes départements. Quels moyens également pour prioriser et aider les EHPAD, et en particulier en zone rurale? Je crois que des rapports évoqueront ces difficultés. Elles sont confrontées à des difficultés croissantes de recrutement, de financement, de localisation. Nous avons besoin de transparence sur certains sujets majeurs pour notre collectivité.
Nous vous demandons aussi à nouveau de préciser l'impact de la hausse significative des coûts d'assurance mis en évidence par la Cour des comptes sur la TSCA. Je reviens à la dernière session où vous aviez qualifié ces recettes, je vous cite, d'epsilonesques. Alors, qu'elles représentent 9 millions d'euros supplémentaires dans le Calvados, plus 16%, 10 millions d'euros dans le Val-de-Marne, plus 6%. Pourtant, nous ignorons toujours le montant exact pour notre département, contrairement à d'autres qui ont adopté leur budget après la loi de finances. Donc, ce serait le plus vite possible d'avoir une idée de ce que pourrait représenter cette hausse de la TSCA. Toutes les collectivités, mais même les habitants, ont bien constaté une hausse majeure de leur assurance. Or, la TSCA est à un taux fixé au coût de l'assurance. Il est évident que le revenu pour les départements devrait augmenter. On ne peut pas être victime tout le temps. Nous souhaitons aussi être mieux informés sur les décisions affectant le quotidien de notre collectivité, comme les nouvelles modalités, on en reparlera au cours de la session, ma collègue, Madame Céline Thonon, va probablement vous en parler, les nouvelles modalités d'accueil des espaces Solidarité Côte d'Or. Ces espaces sont désormais fermés au public sans rendez-vous l'après-midi. Ces lieux sont pourtant destinés aux plus fragiles, souvent victimes de la fameuse exclusion numérique qu'on a déjà ici évoquée à plusieurs reprises. D'ailleurs, nos collègues Céline Maglica et Massar Ndiaye ont récemment échangé à ce sujet lors d'une table ronde avec des représentants du Défenseur des droits et des acteurs associatifs. Cette restriction va à l'encontre de la lutte contre les non-recours. Vous avez évoqué l'augmentation du RSA, mais il est aussi important de rappeler que 34% des personnes éligibles ne demandent pas le RSA. Ce n'est pas moi qui le dis, en France, pas au niveau local, au niveau national. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Ce sont les chiffres de la Direction de la recherche des études de l'évaluation des statistiques, la DRES, selon une étude qui date de 2022. En conclusion, Monsieur le Président et chers collègues, donnons-nous les moyens d'un débat clair, structuré et compréhensible pour nos concitoyens. C'est indispensable pour faire vivre la démocratie locale et préserver la vitalité de notre République. Je vous remercie.